Ici, c'est chez moi. Comme 90% des territoires soloniaux, la Chaudronne est une chasse privée. Pourtant, pas d'actionnaires, mais de la famille ou des amis. J'aime y chasser avec ceux que j'apprécie. Ma sœur, Isabelle, Alain, Guy, Jean-Michel, Bertrand ou encore Maurice. Leur faire tirer quelques chevreuils, bref, passer un bon moment. Tout serait parfait dans cette Sologne de mon enfance si quelque chose ne me chagrinait. Le grillage est en train d'envahir l'espace rural sologno. Il grignote pas à pas les derniers espaces ouverts, barre les chemins, masque la forêt. Aujourd'hui, les enclos sur 4 faces représentent environ 7% du territoire de cette région naturelle, à cheval sur 3 départements. Certes, le phénomène n'est pas nouveau, mais je trouve qu'il prend de l'ampleur. Depuis 150 ans déjà, la Sologne, comme la Normandie, est devenue la résidence secondaire des beaux quartiers parisiens. Commencé sous le Second Empire, ce flux et cet afflux permanent ne se sont jamais taris au fil du temps. Si le mouvement s'est élargi socialement avec la démocratisation de la chasse, puis la montée en puissance du tourisme vert, les discrets châteaux, cachés au creux des épaisses forêts, restent les forteresses imprenables des maîtres de la Sologne. Ils sont donc peu à posséder beaucoup, et de plus en plus enclins à souhaiter s'approprier aussi le gibier, qui pourtant n'est censé appartenir à personne. On a des enclos ou des grands parcs qui ont, je veux dire, qui ont des installations qui remontent dans les années 50. Hein. Ça a démarré, alors que pour quelques grands domaines, hein, il n'y en avait pas tant que ça. Ensuite, la grande diffusion des grillages remonte, on va dire, dans les années essentiellement de 70 à 90, et puis maintenant on continue. Je veux dire, le phénomène ne s'arrête pas. Ben moi j'y vais pas, tu vois. Et pourtant t'en es pas là. Parce que j'ai pas le courage de y aller. Voilà. Chaque propriété, Toi, il veut être chez lui. bon, toi t'en as 1000 mètres carrés. Tu vas te mettre une clôture. Ouais, bah oui, mais enfin, c'est un jardin. Ben, c'est pareil, c'est un peu plus grand. Ils veulent rester chez eux. L'économie de la chasse en Sologne tend à faire oublier ses dérives, comme dans mon village natal, la Ferté-Imbaud. Cette bourgade de 1000 âmes n'est pas épargnée par le phénomène, bien que personne ne s'en inquiète vraiment. La chasse primant sur le tourisme, pour le moment. Monsieur, bonjour. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Ouais. Je voulais vous poser 2-3 petites questions sur l'économie de la chasse en Sologne. Oui. Ouais, alors c'est important encore pour vous dans un petit village comme ici ? Ça représente un... Ah oui, c'est quelque chose de très marqué. Oui. Ah ouais, C'est, ouais. Après la saison touristique, on a la saison de la chasse et c'est encore quelque chose qui a de l'importance sur notre activité. Vous arrivez quand même à quantifier ce que ça représente, l'économie de la chasse en Sologne pour vous ? Ah oui, clairement, très clairement. Ouais, ouais. On l'identifie sur l'activité hébergement, déjà au niveau des chambres, parce que la plupart des clients sont attentionnés, donc nous demandent si on peut recevoir le chien. Donc déjà, pour nous, c'est des indicateurs.
La notion de parking fermé a aussi son importance parce que les véhicules avec les outils pour la chasse, donc c'est important d'avoir ces éléments. Donc on arrive à bien quantifier les chambres, on arrive à quantifier aussi les repas. Un chasseur a une tenue bien particulière par rapport à un touriste et puis on a aussi une activité livraison sur les chasses, une activité traiteur qui elle est complètement mesurable. Puis une affaire comme la nôtre, ça va représenter 25% de notre activité. Ah quand même, oui. Quand même. Ah, oui, surtout dans une saison creuse en fait. Oui, sur une période où il n'y aurait rien d'autre, quoi qu'il en soit, puisque l'activité économique dite industrielle étant quasi inexistante. Donc heureusement qu'on a cette activité loisir qui vient soutenir notre activité. D'accord. Moi je suis d'accord pour cette activité économique, il y a quand même un petit bémol, c'est le grillage. L'engrillagement, je trouve que c'est un côté un petit peu négatif qui pourrait gêner le tourisme. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait comprendre qu'il manque des forêts, je vais dire, publiques où chacun puisse aller se promener. Cela étant, moi étant partie prenante de l'activité économique liée à la chasse, je comprends que quelqu'un puisse préserver son territoire pour pouvoir faire ses tableaux et notamment puisque c'est une activité économique liée à l'actionnariat. Donc je peux comprendre que chacun souhaite des résultats et pour ce faire qu'il emploie tous les moyens nécessaires. Je me suis quand même pas mal promené en vacances en France. Que vous alliez partout, il y a quand même qu'en Sologne qu'on voit que c'est vraiment clôturé. Exactement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas de vous allez, quand la chasse est ouverte, même dans les pays vignobles, ils respectent les vendanges, mais après les vendanges, ils vont partout. J'ai décidément beaucoup de mal à comprendre cette mode de l'engrillagement à tout va, absolument contraire à mon éthique de la chasse. La clôture va de pair avec l'artificialisation de la chasse. Clôturer, c'est faire d'un territoire naturel un parc à sangliers, où il est plus facile de faire un carton. Dans d'autres régions de France, l'engrillagement a d'ailleurs un nom, la solonisation. Et là, j'ai franchement honte. Car l'image de la Sologne, de ma Sologne, celle que j'ai toujours cherché à défendre à travers mes films, en prend un sérieux coup. Ce qui est né chez nous essaime donc sur tout le territoire hexagonal. Alors je m'interroge, car la situation est grave. Mais que se passe-t-il? Quels besoins ont donc les propriétaires de poser à grands frais des kilomètres de grillage? Quelles sont les conséquences de telles pratiques? Et que faire pour arrêter la progression des dites clôtures? Pour en savoir plus, je me suis rapproché d'une association Sologne Nature Sauvage. Aux manettes, Yvan de Saint-Pierre, un propriétaire sologno clos bien involontairement sur deux faces par ses voisins. Il me conduit vers l'un de ces grands grillages qui l'insupportent. C'est évidemment un enlaidissement invraisemblable et ça sur des centaines et des centaines de mètres. Alors concrètement, celui-là, il est là sur 2 km. 2 km de grillage comme ça là. Ouais. Et on en a un autre derrière nous qu'on ira voir aussi. Mais bon, c'est partout en Sologne. Tous les grillages sont un peu différents les uns des autres. Mais enfin là, concrètement, on a effectivement quelque chose de très costaud. Donc vous avez déjà le fameux Ursus, qui est donc la grosse maille. Donc ça, je ne veux pas dire que c'est un putrécide, mais même enfoui en terre, ça prend, j'en avais à la maison, ça prend des années, et ça n'arrive pas à se détériorer, à se dégrader. En revanche, derrière, vous avez la petite maille, qu'on appelle en Sologne, on a appelé ça le grillage à mouton ou encore le grillage à lapin, qui lui est quand même plus fin, mais il est enfoui dans le sol, pareil, et donc il empêche tous les lapins, les lièvres, etc., la petite faune, de circuler. Les hérissons, évidemment, enfin, tout est prisonnier là-dedans. Et alors enfin, ici, on a quand même un truc qui est très original, c'est que c'est carrément le camp militaire. On a en plus 2 fils barbelés qui sont posés ici sur ces poteaux en béton, évidemment, c'est même pas du bois, c'est carrément du béton. Donc bon, c'est pas prêt. Il n'y a pas plus moche là. Hein. C'est pas prêt de bouger. Non, celui-là, il est quand même très spectaculaire, quoi. Avec cet impact paysager, on trouve aussi qu'il y a quand même une sorte de manifestation sociale, c'est-à-dire grosso modo, je mets mon grillage, je suis chez moi, les autres dehors. Et c'est pas sympathique. Quelle que soit la richesse des uns des autres, quel que soit leur patrimoine, ce fait de dire, bon écoutez, vous êtes sur le chemin et puis là c'est chez moi. Et surtout, là c'est un chemin à côté. Alors ça c'est un chemin communal, c'est un chemin public, mais c'est quand même très arrogant. Imaginez qu'un propriétaire se promène derrière son grillage, là à l'intérieur, ce qu'ils font souvent, parce qu'ils font le tour eux aussi comme les animaux, donc ça n'a aucun sens, mais enfin bref, et ils voient des gens en face. Est-ce qu'ils se disent bonjour? Qui dit clôture dit manque de communication, et on a toujours besoin de ses voisins dans la vie. Hein.
On a toujours besoin de ses voisins, que ce soit pour des problèmes locaux, que ce soit pour des problèmes de chiens qui s'égarent. Ça lie la société de Sologne, surtout que nous, en Sologne, il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Donc, c'est une manière de se rencontrer. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas voir la chasse que par les tableaux, les tableaux de prélèvement, etc. Quelqu'un qui va dire « bah non, moi je me clôture parce que si le voisin il passe là, je vais tuer moins d'animaux. Hein. » Je ne dis pas chasser, je dis tuer parce que c'est du fusil, quoi. Voilà. Le lien social se fait souvent à travers, non pas les propriétaires, mais souvent à travers les gardes, les agriculteurs de la propriété, les femmes de ménage. Souvent, il se fait comme ça, mais quand c'est clôturé, on ne voit plus personne. Les principaux reproches qu'on peut faire à ces grands grillages, c'est tout d'abord l'aspect esthétique. Je pense que quiconque se promène sur un chemin et voit ces espèces d'énormes trucs qui font 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 40 de haut, c'est choquant, c'est agressif. C'est vraiment pas du tout l'image qu'on a envie de se faire de la nature. Et je trouve que socialement même, c'est un espèce de crachat à la face des gens, c'est inadmissible. Ça, c'est un grillage déjà qui est beaucoup moins bien entretenu. Il est tout aussi moche, évidemment. Donc là, vous retrouvez en fait deux petits. Hein, donc le fameux grillage à lapin ou grillage à mouton. Voilà. Un Ursus bas, un Ursus haut. Et puis du barbelé à tous les étages, déjà plus ou moins rouillé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que c'est un grillage qui a connu plusieurs couches géologiques, si je peux dire. C'est-à-dire qu'au début, il devait y avoir vraisemblablement le barbelé et puis un des petits. Et puis ça a commencé à pourrir, donc on a rajouté un bout d'Ursus, et puis un deuxième Ursus, et puis voilà. Puis donc tout ça se chevauche et les choses viennent les unes sur les autres. Vous avez ça qui pendouille. Bon, c'est pas terrible. Du point de vue du droit, ça pose un problème parce que les animaux sont réputés, ça c'est hérité du droit romain, sont réputés res nullus, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne. Ces grillages, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, font ce qu'on appelle les 4 côtés, donc ils ferment une propriété complètement, et les animaux qui sont à l'intérieur sont évidemment enfermés, ne peuvent pas sortir, et donc ils sont privés de leur liberté la plus élémentaire, qui est donc celle de circuler. Le problème des parcs, il est simple, c'est que ça va à l'encontre de la nature, va à l'encontre de la sécurité publique. Il faut savoir que les animaux, par exemple, quand un cerf vient bramer en forêt de Bois-Adam, il peut venir de la Motte Beuvron, il peut venir de Seine-Saint-Denis, il peut venir de Vilny. Et donc, cela crée des passages forcés. Donc, ça a aliéné des passages d'animaux qui existent depuis des dizaines et des centaines d'années. Donc là, on est en train de perturber les animaux dans leur magnétisme, ce qui est une chose anormale. Alors de cette manière-là, on n'aime pas les animaux, parce qu'on veut les approprier. On considère que c'est un peu comme des faisans d'élevage. On considère qu'ils vous appartiennent. Et voilà, bien sûr, dans un parc, c'est res propria. L'entrave à la libre circulation des animaux crée la confusion chez le grand gibier et modifie ses passages. Il se peut qu'une compagnie de sangliers, en cherchant une issue, joue la balle de ping-pong entre 2 grillages. Et le danger est grand pour les automobilistes. Oh bah les sangliers, tiens. Ah bah ils sont coincés dans le grillage, bien entendu. Nous avons réalisé une étude en 2001 qui portait sur environ 50 000 hectares sur la zone, on va dire, essentiellement du massif du Cosson, hein, qui est connu pour sa population de grands cervidés. Sur ces 50 000 hectares en enquête, on se retrouve avec pratiquement 7% de la zone totalement close en 4 faces. Donc des grillages qui vont de 1,80 m à 2 mètres. En ce qui concerne le grillage, on va dire, donc linéaire, le long des routes notamment, cette étude a permis de mettre en évidence qu'on est déjà, avec le tissu urbain et les grillages, à plus de 30% du réseau routier cloisonné. Donc un obstacle pour le grand gibier notamment. L'obstacle des clôtures est une entrave à la pratique de la vénerie. Si les grillages canalisent les animaux sauvages vers la route en risquant des accidents de circulation, ils sont aussi un piège redoutable pour le gibier qui fait perdre tout son panache à la chasse aux chiens courants sur territoire ouvert. Malgré tous ces effets néfastes,
je vois très régulièrement encore des clôtures sédifiées sur les routes de Sologne. Donc là, ici, vous avez l'édification d'une clôture qui, au niveau chasse, va simplement cloisonner des animaux, n'est pas reconnue comme parc, mais à l'intérieur de ce grillage, eh ben, il y a des animaux qui se sont retrouvés enfermés. Il y a à peu près une centaine d'hectares. Donc vous voyez bien que la saison passée, ces animaux-là pouvaient emprunter toutes les coulées naturelles qu'ils avaient, donc avec tous les échanges de territoire. Subitement, clac, ils se retrouvent enfermés à l'intérieur de ce parc, on va dire. Et là, vous voyez du piétinement relativement important, forcément, d'animaux. Mais quand on voit du piétinement comme ça, on peut déjà supposer qu'il y a une certaine densité déjà, hein, en ne serait-ce qu'une année, quoi. Hein. Donc voilà, ce qui fait que là, c'est une édification de clôture soumise simplement à déclaration. Si le maire n'intervient pas dans le mois qui suit en disant il y a tel ou tel problème, la clôture est montée. Donc on se retrouve avec des kilomètres de clôture. C'est un propriétaire qui est arrivé l'année dernière sur cette commune et qui nous a clôturé, on va dire pratiquement 2 kilomètres là, à la fois à gauche et à droite de la route. Ce qui est inacceptable, c'est de voir, par exemple, sur la commune de Celles-Saint-Denis, il existe quand même 3 propriétés qui sont fermées sur 3 côtés, à 2 mètres de haut, et fermées sur 3 côtés. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il en est de la chasse à ce niveau-là, quand c'est fermé de 3 côtés? Je vous laisse deviner quand même, c'est pas difficile à comprendre. Donc là c'est une chose qui est répréhensible au niveau du respect de la nature. L'éthique de chasse à travers des fois des territoires qui sont clôturés sur 2 à 3 faces, ça pose, je dirais, le problème pratiquement de véritables pièges par moment, c'est-à-dire des animaux qu'on habitue à venir par un agrénage, même s'il peut être modéré, et puis de la tranquillité. Je dirais une chasse, mettons 2-3 grandes chasses organisées sur une campagne de chasse. On se retrouve avec des fortes concentrations d'animaux. Parfois, donc, on est en 2-3 phases d'Ursus. Donc les animaux sont beaucoup plus vulnérables, puisqu'il suffit dans ces cas-là, effectivement, connaissant le sens de fuite des animaux, de poster les tireurs à un endroit donné. Donc je dirais qu'il y a parfois quand même des prélèvements beaucoup plus excessifs dans certaines propriétés qui sont même clôturées sur 2 à 3 faces. Ne serait-ce que parce que les animaux ont l'impression de se trouver en tranquillité, mais à un moment donné, effectivement, il y a un fort prélèvement organisé sur une journée, quoi. Donc ça pose des problèmes de concentration et derrière nous, forcément, des problèmes de dégâts agricoles, puisque qui dit densité importante dit problème de dégâts agricoles derrière. C'est-à-dire qu'on utilise le grillage comme un piège? On utilise un peu le grillage comme un piège, oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où il n'y a pas de pose de banderole, pas de tireur de mise dans les coulées, etc., les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent pas constater, à mon avis, une véritable infraction. Donc, ça devient un territoire ouvert, mais il y a quand même une partie du territoire où les animaux ne pourront pas prendre la fuite, donc ils se retrouvent vers les tireurs, quoi. Donc, effectivement, ça peut être une forme de piège, oui, tout à fait. Conséquence directe de cet engrillagement excessif, des propriétaires se retrouvent prisonniers des clôtures de leurs voisins. Issu d'une vieille famille solognote, cet agriculteur de Brinon-sur-Sauldre, dans le Cher, en est victime. Alors, monsieur Gabouré, vous vous retrouvez un peu clôturé par force? Oui, de toute façon, on est obligé de subir, hein, de toute manière. Si vous voulez, maintenant, c'est de plus en plus. Hein. Et là, chez vous, comment ça se passe? Chez nous, on est quand même, heureusement, pas clôturé sur toutes les faces. Mais on ne sait pas dans l'avenir, avec de nouveaux propriétaires, certainement que ça va s'accentuer. Hein. On est clôturé à plusieurs endroits de la propriété, ce qui crée des couloirs pour les animaux. Et donc, des fois, ça les dirige plus vers les champs plutôt que de les éloigner, d'ailleurs. Si vous voulez, je dirais que c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Hein. L'iceberg étant la société de consommation, il ne faut pas rêver, on est dans une société de consommation, ça, tout le monde le sait. Et malheureusement, ça a aussi atteint l'espace rural. La clôture, c'est quoi? C'est un moyen de protéger la tour d'ivoire contre aussi d'autres consommateurs, mais de niveau social différent. Voilà. Le monsieur qui décide de se clore, en fait, il a plusieurs motivations et il n'a pas forcément un profil unique.
D'abord, je voudrais distinguer la personne qui a une nuisance sur un côté de sa propriété et qui a besoin de s'en isoler. Alors, le cas typique, c'est quelqu'un qui a un chemin de commune qui est très passant. Bon, et là, les gens se baladent à droite, à gauche, rentrent chez lui pourrissent ses battues. Tout votre travail est anéanti, vous allez recevoir vos copains, etc. Vous n'avez plus d'animaux chez vous, que ce soit du petit gibier ou du gros gibier. Bon, c'est évidemment des situations qui sont très, très désagréables. Donc les gens, à ce moment-là, je pense que de façon légitime, sont tentés de se protéger et de dire, bon, voilà, le long du chemin de commune, machin, ou bien encore parce que parfois on a un voisin qui n'est pas très scrupuleux, un voisin qui a tendance à aller se balader chez ses propres voisins, et on se dit, voilà, sur ce côté-là, je me mets un grillage, comme ça au moins je suis tranquille. Aucun propriétaire ayant clôturé tout ou partie de son territoire n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Le seul qui ait accepté de témoigner, c'est Jean-Paul Réveil, car à ma grande surprise, cet ami a lui aussi franchi le pas. Bien qu'on soit anti-clôture, on a eu la malchance de récupérer comme voisin un monsieur particulièrement indélicat. C'est-à-dire que systématiquement, le type, il chassait chez nous, et systématiquement, on envoyait les chiens vider nos carrés à nous, parce que c'est tout petit par rapport à nous. Donc il faisait rentrer les sangliers pour pouvoir les tirer après. Donc là, on a été obligé, on l'a prévenu une fois, deux fois, troisième fois, il a fallu faire quelque chose. Donc on a monté la clôture, comme ça ces chiens restent chez lui, les nôtres restent chez nous. Ça n'empêche pas les animaux de passer, parce qu'on voit que les cerfs et les chevreuils passent à travers et les cerfs sautent. On voit à plusieurs endroits que le grillage est couché. En bord de route, de plus en plus, il y a de plus en plus de clôtures, de petites clôtures comme ça. Quand on chasse les carrés qui sont en bord de route, nous, on ne peut jamais les faire. Parce qu'en bord de route, on n'a pas de grillage. Donc pour éviter que les chiens se fassent écraser, on ne met pas de grillage. Maintenant, si on avait un grillage, on pourrait chasser en bord de route. Ce qu'on ne fait pas. En bord de route, le grillage a aussi un intérêt, c'est que ça marque bien une limite. Donc le type qui franchit le grillage, il sait très bien qu'il rentre dans une propriété privée. Donc il peut avoir quelques ennuis quand même. Ben, si tout le monde fait comme moi, on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on n'a pas une législation qui dissuade les gens de faire n'importe quoi, au bout d'un moment, on est bien obligé de se verrouiller par soi-même. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Cela dit, nous avons un grillage, mais c'est toute petite partie du domaine. Là, on a un bonhomme qui est pas enclavé, mais qui est vraiment en limite. Donc, si le type s'était comporté correctement, on n'aurait pas besoin de mettre un grillage. Quand on a affaire à des voyous, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Les gens qui ont envie ou qui éprouvent le besoin de marquer leur propriété doivent pouvoir le faire. Donc, dans notre association, nous ne sommes pas tous des propriétaires, on a pas mal de propriétaires, des gens qui sont concernés par le respect du droit de propriété, qui parfois en ont assez, de voir des motos passer chez eux, de voir des promeneurs soi-disant chercher des champignons, chercher des fleurs, etc. Ne plus être chez soi, c'est quelque chose de très désagréable. Qu'on ait un jardin, qu'on ait un appartement, qu'on ait un studio ou qu'on ait une propriété en Sologne, c'est le même problème, et la propriété doit être respectée de la même manière partout. Il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir l'exercer, ce droit de propriété, il faut pouvoir manifester. Ce n'est pas parce qu'on met un petit panneau propriété, machin, c'est privé, attention, chasse ou je ne sais pas quoi, que c'est forcément respecté. Dans l'étude qu'on a faite en 2001 sur environ 50 000 hectares, la personne qui a fait cette étude était chargée d'aller rencontrer les maires, donc il y a environ 15 maires qui ont été rencontrés. Je dirais que l'argument ressenti au niveau des maires comme des propriétaires qui ont posé du grillage, c'est le problème des ramassages de champignons, c'est le problème des ramassages de mues, des jonquilles au printemps. C'est quand même un aspect cynégétique derrière qui n'est pas forcément systématiquement annoncé, mais qui dit dérangement, dit donc moins de gibier à un moment donné. On est sur un système de chasse privée avec une valorisation des territoires par le biais de la chasse et donc du tableau de chasse, ce qui fait qu'effectivement toute personne qui veut entre guillemets protéger du gibier va essayer de limiter la pénétration humaine. Donc à un moment donné, l'argument pour dire je m'en sors plus, c'est de mettre un grillage. Cette espèce de mythologie qui consiste à dire « oui, mais enfin, vous vous rendez compte, ils vont nous piquer nos champignons, ils vont aller nous piquer notre petit bois, ils vont les braconner ou je ne sais où ». Bon, attendez, ce sont de vieilles histoires. On sait très bien que de toute façon, elles s'inscrivent dans la sociologie d'un paysage depuis parfois des siècles et que ce n'est pas demain que vous allez arrêter cela. J'évoquais tout à l'heure le fait, si quelqu'un veut les piquer des champignons d'une propriété, il va y aller. Pas un très gros problème. Les gens le font depuis des siècles, ils le font depuis toujours. Et puis ça fait partie du petit pourcentage de prélèvement qui semble relativement naturel à partir du moment où on est sur un territoire. Je ne trouve pas ça profondément scandaleux.
il peut y avoir des motivations compréhensibles, et nous-mêmes, on les partage. En revanche, et ça, c'est ça notre axe de travail, nous luttons contre les gens qui se protègent sur les 4 côtés, qui s'enferment sur les 4 côtés. Quelqu'un qui met un grillage sur un côté, les animaux, ils finiront par comprendre, et ils font le tour. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, et ils savent contourner l'obstacle. Quelqu'un, évidemment, qui met sur les 4 côtés, il enferme ses animaux, c'est pas du tout la même logique. Indépendamment de se dire qu'il veut être chez lui, mais quand on veut être chez soi, on n'a pas forcément besoin de se protéger sur les 4 côtés, ses motivations principales tiennent c'est la course au tableau. Donc je veux avoir des animaux, le plus d'animaux possible, et faire un tableau qui impressionne mes amis, mes invités, mes voisins dans la cour. C'est moche. Donc on transforme le sanglier en faisan, ou le faisan en sanglier, comme on voudra. Et c'est pas sain, c'est pas bon. Je vois pas d'autre motivation. Les gens qui font ça, c'est une espèce de besoin vraiment d'accumuler et de se prouver quelque chose. Bon, on collectionne les animaux comme on collectionne les voitures ou autre chose. Vous êtes aussi touché par le syndrome des clôtures? Double titre. D'abord chez moi, parce que mon voisin, malheureusement, il y a quelques années de cela, a décidé de mettre une clôture pour soi-disant contenir un petit peu les centaines de faisans, de perdreaux qu'il lâchait pour la chasse, et puis pour faciliter un petit peu la chasse soi-disant du sanglier. Et puis à un autre titre, surtout parce que j'habite la Sologne depuis toujours, que je l'aime, et puis que malheureusement on ne peut plus faire un 10 km en Sologne sans voir sur le bord des routes des clôtures qui massacrent les paysages, sans compter le mal que ça peut faire à la faune. Et c'est vrai que ça fait partie des sujets qui me font assez rapidement monter en tour. Vous savez, moi je les connais assez bien, ces grands propriétaires parisiens pour la plupart en Sologne. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup le lustre des invitations, font des grandes chasses, il leur faut des grands tableaux. C'est pour ça, très souvent, on a des parcs. C'est un surnourrissage artificiel, notamment des populations de sangliers, pour faire des tableaux de 20, de 30, de 40 sangliers. C'est leur prestige. Donc qu'est-ce que deviendront ces gens si ils sont boycottés par toutes les personnes qu'ils invitent? Avec la multiplication des enclos, la chasse change de visage. Ces images tournées dans l'est de la France, dans un parc d'une vingtaine d'hectares seulement, sont assez éloquentes des pratiques entre les grillages. Pour moi, c'est tout le monde de la chasse qui est sali par de tels agissements. Et comment s'en défendre aux yeux du grand public? Les animaux sont enfermés, ils ne peuvent pas s'échapper, ils n'ont aucune porte de sortie, aucune solution. Ils ont les chiens derrière eux 1 fois par semaine, parfois 2, parfois 3 fois par semaine. Imaginez ce que c'est que de vivre dans un enclos où on vous lâche les chiens, pardonnez-moi, au cul, 3 fois par semaine. Bon, on pense que c'est pas éthique, c'est moche. Je pense que quand on est chasseur, on est choqué par ça. Voilà. Nous, dans notre association, nous sommes pour l'essentiel, pas tous, mais pour l'essentiel, nous sommes des chasseurs, et on n'aime pas ça, on n'aime pas cette ambiance, on pense que c'est pas de la chasse. Donc on souhaite le manifester et faire sentir aux gens qui exercent cette pratique-là qu'il faut quelque chose de moche. Là, je vous emmène voir un parc qui n'est pas un exemple, c'est un parc vraiment hors la loi, disons. Et ça va permettre peut-être de faire évoluer les choses. Je le souhaite, je l'espère, disons. Vu la conjoncture, vu la nouvelle réglementation en vigueur, on voit qu'il y a des zones de non-droit. Le lisier étant si important, vu la charge d'animaux à l'hectare, que les arbres crèvent. Ceci entraîne un tas de champignons, d'où se développent, bien entendu, les maladies. Sans être alarmiste, après les concentrations tout à fait excessives d'oiseaux, et notamment de canards en Chine, qui ont donné la grippe aviaire, avec plus récemment les problèmes de grippe porcine, et quand on connaît un petit peu le domaine, et notamment l'évolution des virus dus à des surconcentrations, les capacités de mutation, etc., etc., là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de réflexion et un vrai sujet de vigilance. Et la vigilance, elle passe par ne plus favoriser
en pleine nature, d'une façon grillagée, des concentrations tout à fait excessives d'animaux, et penser qu'un grillage suffit à ne pas transmettre est totalement illusoire. Selon une étude récente de l'ONCFS, 13% des propriétaires d'enclos déclarent que des animaux se sont déjà échappés de leur parc, dont des espèces non endémiques. Des daims à 43%, mais aussi des sangliers à 27%. On ne connaît pas l'état sanitaire de ces gibiers qui se retrouvent dans la nature, ni parfois leur provenance, sans compter les contacts entre ces animaux à travers le grillage. Le sujet est une véritable poudrière. C'est une poudrière, oui. Vous imaginez, vous entretenez des foyers latents, potentiels, dans nos forêts solognotes. Et qu'est-ce que vous préconisez, vous, l'association ? Nous préconisons qu'il y ait un suivi sanitaire, vétérinaire, comme quand vous avez des animaux domestiques, à partir du moment où vous avez ces concentrations d'animaux tout à fait anormales en grillagé. En matière agricole, quand vous voulez avoir 2, 3, 5 vaches chez vous, c'est un parcours du combattant, je le sais pour l'avoir fait, on vous fait des contrôles tous les ans, il faut que les animaux évidemment ils aient leur boucle, il faut qu'on leur fait des prises de sang, enfin bref, il y a un suivi sanitaire qui est louable par ailleurs, mais enfin qui est quand même extrêmement rigoureux. Et alors, on se retrouve chez soi sur 300 hectares, vous pouvez avoir 800 animaux, sangliers, cervidés confondus, et personne ne va jamais voir ce qui se passe. C'est préoccupant. Encore une fois, pour plus des pratiques que l'on met sous le couvert de la chasse, mais qui nous éloignent quand même fondamentalement de la chasse, telle que on l'entend et telle qu'on l'aime. Ce qui serait bien, par contre, c'est de prendre la porte, là, en même temps. Plutôt dans l'autre sens, parce que c'est interdit, ça. Ah oui ? Pourquoi c'est interdit ? Parce que, vous voyez bien, il y a une double clôture. Une double clôture. C'est-à-dire que j'explique, vous mettez de la nourriture dans le couloir, là. Les animaux y rentrent, vous faites un système, plac, ils sont piégés. Ça, vous voyez, c'est strictement interdit. Cet enclos d'une vingtaine d'hectares est composé de 2 petits parcs qui communiquent par un chemin communal, sur une distance de 20 mètres. C'est en bordure de ce chemin, lui-même barré par des grilles canadiennes, que le propriétaire a installé des miradors de tir. Les sangliers sont obligés, quoi qu'il arrive, de passer par cet endroit. Mais pour faciliter la chasse, en plus, le tir, vous voyez, c'est des barrages avec des grilles dans le milieu et des miradors. Le chasseur par mirador, c'est tout à fait logique, mais en plus des barrières, entre les barrières, il y a des grilles. Il y a des grilles, donc les animaux viennent tourner devant. C'est-à-dire que le parc est coupé en 2. Alors, soit qu'ils reviennent par ici, ils butent dans la grille, soit qu'ils reviennent de l'autre côté, ils butent dans la grille. C'est-à-dire que c'est tourné manège, quoi. C'est un mode de chasse plus que critiquable, quand même. Dès l'instant où on sort de cette quête, de cette recherche, de cette poursuite, où l'animal doit toujours avoir sa chance, on sort du cadre de la chasse. Et on est critiquable. Inévitablement, ça va nous retomber dessus. Dès l'instant où des gens, mauvais écolos, si je peux dire, c'est-à-dire des écolos qui ont envie de nuire, comme ils le font déjà avec la chasse à courre, on a quand même des scènes extrêmement violentes. Dès l'instant où ces gens-là vont se rendre compte de ce qui se passe dans les enclos, je pense que la chasse va passer un mauvais quart d'heure. C'est mauvais pour notre réputation, c'est mauvais pour nous tous. Mon enquête me conduit en Belgique, où j'ai rendez-vous avec Gérard Jadoul, un naturaliste wallon. Depuis 15 ans, les grillages ont été bannis de la forêt de Saint-Hubert à l'initiative des chasseurs. Bonjour. Entrez. La date qu'il faut retenir, c'est 1995, où un décret, donc une loi régionale, a interdit l'exercice de la chasse dans un territoire clôturé. Alors ça a fait l'objet d'un ou 2 recours, donc certains ont voulu s'accrocher à leur grillage, mais globalement, entre 1995 et aujourd'hui, la majeure partie des territoires clôturés ont disparu. Donc moi, je suis né dans cette région-ci, je l'ai fréquenté beaucoup en étant passionné par le cerf très tôt. Quand je partais de la maison de mes grands-parents et que je partais me balader en forêt, j'escaladais sur la journée à 5, 6, 7 reprises des clôtures de 2,50 m, qui empêchaient les animaux de sortir en plaine, mais qui empêchaient aussi à l'intérieur du bois les animaux de passer d'un territoire de chasse à un autre.
Et singulièrement dans cette région-ci, le monde de la chasse a précédé le législateur. Quand les chasseurs se sont regroupés en GIC, ils ont décidé dans leur statut de rétablir la libre circulation des grands animaux. Et donc, entre leur création en 1980 et le décret en 1995, ils ont eux-mêmes volontairement démantelé le réseau de clôture interne au massif forestier. Et donc ici, en fait, on est devant l'historique de ce qu'il y avait dans les années 70-80. C'est-à-dire que tout le massif forestier par rapport à la plaine qu'on a là devant nous était clôturé à 2,20 mètres de hauteur. Et donc ici, d'initiative, les chasseurs ont rabaissé à ce qui maintenant est légalement toléré par le législateur, c'est-à-dire une clôture qui empêche les sangliers d'aller en plaine, mais qui n'empêche en aucun cas les cervidés d'y aller. Donc cette clôture a une vocation claire de protection de la zone agricole. Elle n'a en aucun cas une vocation synégétique de garder mon cheptel à moi pour éviter qu'il aille chez le chasseur voisin, chez qui je n'ai pas envie que mes sangliers aillent. Alors Gérard, c'est le record de Belgique. Oui, on sait que les cerfs, par exemple, font des trophées beaucoup plus sérieux sur des territoires calcaires. Hein. On est, nous autres, ici, sur une roche-mère terriblement acide. Donc on a un territoire réputé pauvre. Et donc, le record de Belgique aurait dû être battu dans des régions comme la Famenne, qui sont beaucoup plus riches que la nôtre. Et donc, si on l'a battu, à mon avis, c'est dû à la conjonction de plusieurs phénomènes. Le premier qui est très net, c'est l'enlèvement des clôtures. Hein. Le bond qualitatif qui a été fait par les trophées à l'enlèvement des clôtures est surprenant. Donc quand on offre aux animaux un libre accès à une nourriture naturelle, ils font des trophées hors du commun. Il est clair que cette arrivée des cervidés en plaine, on le verra avec des agriculteurs de la région, pose problème. Les agriculteurs disent assez clairement, nous ne voulons pas la remise en place de clôtures de 2,50 m. Nous comprenons que les animaux sortent en plaine, ça fait partie du paysage ardennais. Simplement, le niveau de dégâts auquel on est confronté n'a pas été négocié avec nous. Nous, agriculteurs, ne faisons pas partie de la discussion. En compagnie de Gérard, nous sommes partis à la rencontre d'Éric Schul, éleveur, qui est victime de dégâts de cervidés sur ses prairies. C'est récent alors ces problèmes de dégâts? Une bonne dizaine d'années. Ça se concentre surtout sur quelques points, on va dire. Qu'est-ce qui te provoque le plus de dégâts chez le cerf? Le dégât du cerf est moins embêtant parce qu'on ne fera pas de dégâts de machine avec le dégât de cerf. Je veux dire qu'avec les trous de sanglier, on aura du dégât. Tu casses des machines, on peut casser des machines. Et le cerf, ça se voit un peu moins, on va dire. Il faut être plus attentif pour voir le dégât qu'il fait. En fait. Plus sournois, quoi. C'est plus sournois, oui. La solution la plus évidente, ce serait de remonter la clôture. Ce serait à la limite un réflexe aussi stupide que de dire « j'ai une très très grosse fièvre et le thermomètre vient de me le prouver et je cache le thermomètre dans le tiroir. Et je crois que la fièvre va baisser. » Non, si on remonte les clôtures, on solutionne demain le problème des agriculteurs comme il est décrit par Éric, mais ça veut dire qu'on reporte toute la pression sur la forêt. Et cette forêt, elle a aussi à répondre à des impératifs économiques. Les communes du coin vivent du bois. Elle doit répondre à des critères écologiques. Hein. Une grosse partie de la forêt est en Natura 2000. Beaucoup de ces forêts sont certifiées PEFC, donc comme étant gérées durablement. Et donc la vraie question à se poser, c'est quelles densités sont tolérables et pour la forêt et pour la zone agricole. Caverne d'Ali Baba. C'est une surprise aussi. Vous êtes passionné aussi par les mues? Oui. Ça se voit, oui. Éric n'est pas chasseur, mais n'en demeure pas moins un amoureux de la nature. Il est fasciné par le cerf et collectionne des mues dans son grenier. Une passion née voici plus de 10 ans, à la suite d'une première découverte dans l'un de ses champs. Si le cerf est confisqué par quelques-uns uniquement dans une vocation de chasse et que pour tous les autres acteurs, il devient un outil de nuisance, hein, collision avec des voitures, dégâts agricoles, forêts complètement sinistrées, il y a un moment où il n'y aura plus qu'une catégorie de personnes pour défendre le cerf, ceux qui le chassent. Ici, on a fait le système inverse, c'est d'intéresser un maximum de gens
au cerf, en ce compris les communes par le développement d'un tourisme axé sur le cerf, etc. Et à ce moment-là, toute cette catégorie de personnes sont intéressées à ce que le cerf survive dans une forme d'équilibre, hein, mais ils vont tous défendre un patrimoine qui est le leur, qui est commun à tout le monde. Alors que défendre un patrimoine qui n'appartient qu'à quelques personnes isolées derrière leur grillage, il n'y aura pas grand monde pour le défendre à long terme, quoi. C'est à l'occasion de l'écriture d'un ouvrage sur le cerf en 1989 que Gérard a découvert la Sologne pour la première fois. Il est tout de suite tombé amoureux de ce terroir. J'avais trouvé une région extrêmement sauvage, avec des paysages à couper le souffle, très différents des nôtres, mais très attachants, avec une agriculture extensive qui avait encore sa place, des petites exploitations, encore du petit gibier présent. Et donc, ce coup de foudre pour la Sologne m'a fait la refréquenter régulièrement, et la dernière fois pour la préparation de ce livre-ci. Et simplement, je vois une région que je n'arrive pas à reconnaître par rapport à mon sentiment d'il y a 25 ans. Je fais des kilomètres sur des routes en étant bordé à gauche et à droite de clôtures de 2 mètres. Je vois un sous-bois qui manifestement est impacté par des surdensités de sangliers invraisemblables et de cervidés. Et donc j'ai franchement l'impression qu'une région peut, par des pratiques pareilles, perdre son âme. Et que très singulièrement, la chasse qui provoque ces dérives perd elle-même son âme dans ce genre de stratégie qui, à mon avis, les conduit et la région et le monde de la chasse droit dans le mur. Contre le vandalisme. Parce que grillager la nature, c'est quand même un vrai scandale. Ce qui devrait être interdit, c'est de clôturer la nature et d'emprisonner les animaux. Le vrai vandalisme, c'est ça, c'est de poser des clôtures. Le mécontentement s'amplifie en Sologne. Certains ne veulent plus attendre une réglementation nationale et la lutte s'organise. Un groupuscule de sympathisants anti-grillage arrache ces haies métalliques dans la plus grande illégalité. Mais la symbolique et le message sont forts. Ça sert pas à grand-chose. On a déjà vu démonter 150, 200 mètres de clôture dans une nuit pour qu'elle soit immédiatement remontée le lendemain. Mais bon, ça dérange. Et ça montre qu'il y a des gens qui sont contre. Si on dit jamais rien, c'est... Ne rien dire, c'est accepter. Et nous, on n'accepte pas. On essaye de faire quelque chose d'utile. On fait des petits trous très discrets, à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, de façon à ce que le garde ou propriétaire s'en rende compte le moins rapidement possible, en espérant que pendant ce temps-là, on arrive à faire sortir pas mal d'animaux. Alors la technique, c'est quoi? On choisit des endroits un peu planqués, sur... là, on le voit pas parce qu'il fait nuit, sur des coulées, et puis on agrène. Voilà, de façon à ce que les animaux comprennent, attirés par le maïs, que là il y a une ouverture et qu'ils peuvent sortir. Même avec mon point de vue de chasseur, j'ai l'impression de rendre service aux animaux. Alors il y a une contradiction, je suis capable d'en tuer, mais je suis aussi capable de m'insurger contre ce genre de choses, quoi. Bon, c'est comme ça. Malgré les actions sporadiques des anti-grillages, la Sologne se clôt à une vitesse fulgurante et au grand jour. Un article du Code de l'urbanisme stipule que toute pose de grillage est soumise à la déclaration préalable en mairie, à l'exception des activités agricoles et sylvicoles. Les mesures relatives à ces clôtures sont précisées dans les plans locaux d'urbanisme établis par les communes.
Mais la pose d'un grillage est souvent précédée de l'installation d'une grille canadienne. Un moyen, je dirais, de lutte contre l'engrillagement, c'est déjà de ne pas accepter une grille canadienne sur un chemin de commune. Et malheureusement, on a quand même un certain nombre de communes qui ont accepté la pose de ces grilles. Et là, c'est dommage. Le risque de ces grilles, c'est d'abord pour les chevaux, puisque les chevaux, pour passer sur une grille comme ça, je ne voudrais pas être cavalier et essayer de passer avec un jeune cheval sur des grilles avec une emprise aussi importante au sol. Donc on laisse un vide en dessous de manière à ce que les animaux aient une impression de, je dirais, une sensation de vide qui fait que les animaux ne vont pas sortir. Logiquement, c'est vrai qu'un cerf ou un sanglier ne va pas sortir avec des grilles de cette profondeur. Je veux dire, là-dessus, il n'y a rien à dire. Si ce n'est qu'effectivement, un maire peut très bien interdire la pose d'une grille canadienne sur un chemin de commune, et dans ces cas-là, on évite effectivement que le propriétaire se clôture. Alors c'est vrai que ça se pratique, vous avez dans certains départements de montagne, il y a du bétail parfois qui est contenu dans certaines zones. J'ai vu ça dans des régions de montagne, ça arrive qu'il y a des clôtures à bovins qui finissent avec des chemins de commune de ce type, avec des grilles. Bon, mais là, l'enjeu est tel par rapport à tout ce qui se pratique, on va dire, sur la chasse en général, que bon, c'est peut-être quand même des choses à éviter pour éviter tout simplement du grillage, quoi. L'impossibilité de franchir ces grilles pour un certain nombre d'usagers de la nature me semble être une forme de privatisation inacceptable d'un chemin communal. Alors pour lutter contre les grillages, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Je dirais qu'il y a des gens qui ont quand même travaillé sur cet aspect. Dans le cadre d'une réglementation d'urbanisme au niveau d'une commune, c'est important d'intégrer l'aspect engrillagement qui est parfois complètement écarté. Les gens n'y pensent pas systématiquement. On peut être dans une région où la personne, les élus du secteur n'y pensent pas, mais un propriétaire, lui, a bien réfléchi à ce qu'il va faire et va arriver et va clôturer une propriété en 2 mètres. Donc il y a effectivement des municipalités qui travaillent, je dirais maintenant, d'arrache-pied sur ces aspects-là. Ce sont des choses comme ça qui peuvent limiter l'engrillagement. Aujourd'hui, beaucoup de communes en Sologne qui ont déjà pris des dispositions. J'en profite pour saluer notamment Salbris et la communauté de communes de Salbris. 6 communes en tout qui ont décidé de bannir les grands grillages dans leur PLU. Donc, quelqu'un qui voudrait se mettre un grand grillage chez lui, aujourd'hui, serait dans l'égalité la plus totale et prend le risque, évidemment, de se faire mettre par terre. Les mesures que nous avons prises n'ont rien de révolutionnaire. Il s'agit simplement, dans les zones qui sont dites les zones naturelles, d'éviter l'encloisonnement, c'est-à-dire d'éviter ces grandes clôtures grillagées dont parfois les grillages sont inscrits dans le sol, pénètrent dans le sol. Et notre réponse à cette histoire a été tout simplement de dire reprenons le thème des clôtures traditionnelles, des clôtures que l'on rencontre dans tous les paysages de France, à savoir des poteaux de bois naturels et 3 fils, que ce soit du fil de fer tout simple et des fils de fer ou du fil de fer barbelé, sans inscription de tout cela dans le sol et avec une hauteur limitée à 1,20 m. D'autres solutions sont encore possibles. On m'a fait part au cours de l'enquête de nombreuses idées. Des exonérations fiscales pour l'embauche de gardes-chasse, un malus sur l'impôt foncier pour les enclos, des grillages alternatifs, la plantation de haies. Il y a encore beaucoup de possibilités à explorer, mais l'urgence à court terme, c'est à mon avis un contrôle vétérinaire des populations de gibier à l'intérieur de ces grands grillages. D'ailleurs, en parlant de ces histoires de propriétés privées, fermées, clôturées, de quoi s'aperçoit-on en plus, mais ça je crois que chacun peut le mesurer, c'est sur le plan du paysage sologno, une fermeture de ce paysage. Paysage traditionnel sologno, ça n'est pas qu'un paysage de forêt noire et fermée. Paysage traditionnel sologno, qu'on rencontre encore à quelques endroits un petit peu au nord de Salbris, c'est aussi un paysage alternant la lande avec la forêt, avec le pré, et c'est un paysage qui peut être parfaitement ouvert. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, la valeur paysagère devient quelque chose de véritablement important et que donc on recréerait aujourd'hui chez nous ce réseau de clôture. Il y aurait une montée aux barricades des gens, parce que je pense qu'on s'est vraiment maintenant réhabitué à un territoire ouvert, vierge de grillage. Et donc, je pense que les Solognos, à un moment, doivent se réveiller. Ça nécessiterait une toute autre approche de la part de ces chasseurs, c'est-à-dire qu'au lieu que chacun d'entre eux se racrapote derrière sa clôture et d'une certaine manière, ignore le reste du monde en disant « je suis chez moi », que ces chasseurs réenclenchent une logique de partenariat et de vision commune. Que voulons-nous faire de
de la Sologne, qui a quand même une réputation internationale en termes de chasse. Que voulons-nous faire d'un espace sauvage comme le nôtre? Et je vais être plus direct encore. Je pense que si le monde de la chasse n'est pas proactif sur ce genre de choses, il va se le voir imposer dans des délais très courts. La Sologne est le plus grand site Natura 2000 terrestre de France, hein, c'est plus de 300 000 hectares. Très clairement, je n'imagine pas une seconde que dans les 5 années à venir, l'Europe ne trouve pas que cet engrillagement et ces densités de gibier ne soient pas totalement incompatibles avec la préservation des habitats et des espèces. Et je pense que tout acteur de la ruralité a toujours intérêt à trouver lui-même les solutions avant de se les voir imposer par un pouvoir supranational. Il faut donc que les chasseurs et les élus soloniaux se mobilisent. Tout reste possible, car les mentalités ont évolué autour d'un sujet qui, il y a quelques années encore, était tabou. Un premier pas vient d'être franchi. Le pays de Grande Sologne, syndicat mixte regroupant 28 communes de Loir-et-Cher, a lancé une étude pour avancer sur la question. Au programme, mieux connaître les données de l'engrillagement et les moyens actuels pour agir, réfléchir aux solutions à mettre en place. Cette phase d'analyse devrait être suivie d'une action stratégique qui pourrait porter la réflexion au plan national. De mon côté, me suis-je jamais posé la question de clôturer la chaudronne? Bien sûr que si. Pourquoi n'ai-je jamais franchi le pas? S'enfermer est synonyme de chasse industrielle, où le tir prime sur la traque. Tout ça au détriment du plaisir que j'ai à partager un moment de chasse avec des amis et prélever un animal qui ne soit pas qu'un vulgaire morceau de viande. Décidément, non. Ce n'est pas une propriété de grillage et de barbelé que je souhaite transmettre à mon fils.